Bonsoir Michel Tisser, vous êtes bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier. Cette affaire, sans vous demander votre avis sur les faits, cette affaire, elle est en plein dans la réforme de la garde à vue. Ce viticulteur a été placé en garde à vue aujourd'hui par les services de gendarmerie. Quels sont ses droits maintenant que la réforme du 15 avril est entrée en application ? Alors il aurait été placé en garde à vue quand même. Bien sûr. Donc ces droits sont modifiés, mais ils étaient en tout cas en germe déjà existants, de deux sortes. D'une part, le droit de garder le silence, mais ça ne veut pas dire qu'on force les gens à se taire. Simplement que d'après la Convention européenne de sauvegarde, on ne peut pas contribuer soi-même à son incrimination sans être clairement éclairé, si je peux dire, en tout cas sans faire attention à ce que l'on dit et sans se forcer à s'incriminer et à avouer des faits qui n'ont pas été commis. Pour autant, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'un texte a été voté le 14 avril, qui est une réforme de la procédure de garde à vue, qui a été obligatoirement organisée en urgence parce que la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme ont invité fermement la France à mettre ces textes en conformité avec les traités, les textes internationaux et internes. Et donc, ça veut dire aussi que non seulement le gardé à vue peut garder le silence s'il le souhaite, mais surtout être assisté dès le premier instant et de manière effective par un avocat. Et là, nous avons des interprétations un peu différentes du côté des avocats et du côté à la fois des parquets et des services de police. Justement, dans les commissariats, dans les gendarmeries, comment ça se passe? Parce que maintenant, les avocats sont présents dans ces lieux-là beaucoup plus souvent qu'auparavant. Alors auparavant, on passait une demi-heure avec le gardé à vue, on lui disait bonjour, ça va, vous avez le médecin, point. Aujourd'hui, nous sommes appelés dès qu'il y a effectivement une garde à vue, nous avons 2 heures pour arriver et nous avons la faculté, d'après le texte voté, mais qui devrait entrer en vigueur que le 1er juin, qui est cependant appliqué par anticipation depuis le 15 avril, nous pouvons entretenir avec le gardé à vue pendant une demi-heure et ensuite assister à tous ces interrogatoires et assister aussi à toutes les confrontations qui peuvent être menées, soit avec d'autres personnes gardées à vue, soit avec les victimes. Et de notre point de vue, ceci est insuffisant parce qu'on ne respecte pas la Convention européenne qui implique que nous soyons non seulement présents dans les interrogatoires, mais en capacité d'accéder au dossier du gardé à vue. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. En plus, vous n'avez pas le droit de poser de questions. Donc finalement, le gain pour le gardé à vue, c'est quoi dans cette affaire? Si, puisque malgré tout, d'une part, on a accès à ce qu'il a pu dire éventuellement dans d'autres circonstances, et puis on est à côté de lui lorsqu'il est interrogé. À la fin de l'interrogatoire, on peut faire des observations, y compris écrites d'ailleurs, dont on ne se prive pas en ce moment. Et on relit avec lui le PV, donc on nous a autorisé à relire le procès-verbal. Et on peut ainsi veiller à ce que l'enquête se déroule de manière très complète, en tout cas au stade des interrogatoires. Ça se passe très bien avec les services de police et de gendarmerie. Simplement, ils n'ont pas l'habitude de nous voir aussi longtemps, c'est très clair, ce qui génère des complications considérables d'organisation. Oui, les lieux ne sont pas obligatoirement adaptés à votre présence sur le long terme. Il n'y a aucune adaptation qui a été anticipée. Donc c'est assez compliqué. Là, dans le cas de notre agriculteur dont on parlait tout à l'heure, on est dans une affaire relativement simple, mais quand c'est une affaire qui implique des mineurs, des étrangers, ou dans l'assistance aux victimes, comment ça se passe ? Alors, nous avons la chance quand même à Montpellier d'être un barreau assez important et très organisé depuis beaucoup d'années, avec une commission pénale et une permanence pénale, en sorte qu'il y a des avocats qui sont spécialistes. Donc lorsqu'on a des mineurs qui sont en garde à vue, ça a été le cas ce week-end, un avocat qui est intervenu, avocat de l'enfant, un avocat spécialiste. On a eu aussi des étrangers, donc on fait intervenir des avocats spécialisés en droit des étrangers qui ont une vision plus précise, bon un peu pénaliste aussi, plus précise de la situation. Et également nous avons une plateforme SOS Victimes qui est prête à intervenir. C'est une nouveauté et là nous ne privons pas d'avoir rappelé un peu partout que nous étions présents aussi, puisque nous assistons les victimes si elles sont confrontées à leurs auteurs. Il suffit donc que la victime manifeste son intention d'être assistée et nous répondons aussitôt présents pour être à côté d'elle.
Du point de vue de la rémunération, quand on en a les moyens, on fait appel à son avocat et on le paye selon son barème d'honoraires. Mais quand on n'en a pas les moyens, justement, ça vous demande beaucoup de travail. Comment se passe la rémunération? Ça semble un peu insuffisant selon vous? Alors, le gardé à vue qu'un avocat qui choisit son avocat, pas de difficulté. Pour les personnes qui n'ont pas d'avocat habituel ou qui n'ont pas du tout les moyens de payer un avocat, ils ont droit à un avocat désigné, commis d'office en quelque sorte. Et bien sûr qu'il fallait prendre en compte ce coût de ce financement d'accès aux droits en matière de garde à vue. Les propositions qui sont faites par le garde des Sceaux dans un courrier que nous avons reçu ces jours-ci sont totalement irréalistes parce que, partant d'un principe qu'il y aurait d'abord beaucoup moins de garde à vue qu'auparavant, il y a eu 800 000 gardes à vue. C'était un raccourci rapide avec le budget de l'aide juridictionnelle qui n'a pas 800 000 euros, mais qui n'est pas très loin. Donc il y a eu 800 000 gardes à vue en 2009 et 2010, et on espère les faire diminuer. Pour autant, ce qui est annoncé, ce sont des forfaits. Donc un forfait de 300 € hors taxe pour la première 24 heures par garde à vue et 150 € par prolongation de 24 heures. Ça peut paraître comme ça, ça a été dit du reste extrêmement généreux, supposer qu'un avocat fasse 3-4 gardes à vue en même temps, ce qui n'est pas possible. On ne peut pas faire 3-4 gardes à vue en même temps. Et de surcroît, ça peut durer très très longtemps. On a rarement la faculté, entre deux interrogatoires par exemple, de rentrer à son cabinet ou dormir chez soi la nuit par exemple, et pire lorsqu'on est éloigné, puisque, comme je vous l'ai dit... D'autant plus que voilà, votre territoire est très large. On a 39 lieux de garde à vue dans notre ressort, qui va du commissariat central, ça c'est tout près, en tout cas d'ici, jusqu'au Kellar ou au Bousquet d'Orbe, qui est éloigné de 74 km, ce qui veut dire que le confrère doit prendre vite son véhicule, atteindre le Bousquet d'Orbe, et une fois qu'il est là-bas, il y reste, parce que s'il y a plusieurs interrogatoires prévus, il ne peut pas quitter le Bousquet d'Orbe avant d'avoir fini la garde à vue, ce qui veut dire qu'il peut rester mobilisé un jour ou plus, si ce sont des affaires un peu importantes. Donc les forfaits qui sont proposés, qui ne prévoient aucun supplément pour la nuit ou pour les frais de déplacement, et qui ne prévoit aucun forfait de gestion, puisque c'est nous qui allons gérer dans les ordres, dans les barreaux, qui allons gérer les équipes, avec du personnel qu'on doit recruter, avec des coordinateurs et du matériel aussi, c'est tout à fait insuffisant. Et c'est pour ça qu'on est tous mobilisés le 4 mai à Paris, et il y a beaucoup d'avocats qui vont y aller. D'ailleurs, j'ai appris que la SNCF avait trouvé une niche d'amélioration de son image, peut-être, par rapport au retard, je parle de ça seulement, et elle propose des tarifs préférentiels pour les cohortes d'avocats qui veulent monter manifester. C'est un effort déjà. C'est un effort. Bon, au final, cette réforme, vous, ce que vous craignez surtout, en fait, c'est qu'elle risque d'entraîner des invalidations de procédure, quand même. C'est pas qu'on le craint, monsieur. Comme on n'est pas sur le même terrain d'interprétation de ce que doit être la garde à vue, d'autant qu'on a eu ces 4 arrêts de la Cour de cassation qui ont fait un coup de tonnerre dans le ciel français le 15 avril, la Cour de cassation, en assemblée plénière, dit très très précisément, c'est la Convention européenne de sauvegarde qui doit s'appliquer, quelles que soient les lois qui existent en France. Or, la Convention de sauvegarde dit assistance effective d'un avocat, ce qui veut dire que l'avocat devrait avoir accès au dossier, devrait assister aux perquisitions, devrait visionner les bandes vidéo, devrait participer au tapissage, outre bien sûr le droit au silence, mais qui concerne directement en premier lieu le gardé à vue. Donc là, on a une position qui est différente du parquet et du service police. Par conséquent, chaque fois qu'on nous refuse un acte, on lui demande poliment, rassurez-vous, chaque fois qu'on nous refuse un acte autre que assister à l'interrogatoire ou assister à la confrontation, on en prend acte et évidemment que ceci est de nature ensuite à entraîner des nullités si elles sont soulevées et si l'intérêt de tout un chacun s'y prête, évidemment. Nous ne sommes pas des casseurs d'enquête, nous sommes simplement des juristes qui appliquons la règle des libertés publiques et qui appliquons les textes nationaux et internationaux. Merci Michel Tisser pour ces éclairages. On aura l'occasion d'en reparler à partir de la date effective de mise en route le 1er juin, puis de l'évolution peut-être du texte. Merci beaucoup.